Allez, c'est parti. Bienvenue à tous et merci d'être là pour cette présentation dédiée à la philosophie DevOps, de sa théorie jusqu'à sa mise en pratique. On va parcourir beaucoup de choses dans cette présentation et on va parler de comment implémenter ça grâce à GitLab dans vos projets de tous les jours. Mais si on rembobine un peu et qu'on regarde autour de nous, on voit que les choses changent. Les choses changent très vite et le software est partout. Quand je dis partout, c'est que vous pouvez en avoir à la maison lorsque vous discutez par exemple avec votre assistant numérique. Quand vous regardez la télé, maintenant et avec Netflix, il y a des systèmes de recommandations très évolués qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Quand vous écoutez la musique, c'est pareil, que vous écoutiez de manière standard ou aléatoire, il y a du software derrière. Lire un livre, du papier, est devenu une opération qui amène du software. Faire du sport avec un objet connecté, votre montre par exemple, qui va pouvoir suivre votre état de santé et vous aider à faire du sport. La science-fiction s'inspire du software depuis plus de 20 ans. Matrix est sorti en 98 et était très précis sur certains éléments. Et des séries sont encore plus précises aujourd'hui. Je vous conseille vivement de regarder Mister Robot, qui s'inspire énormément du software qu'on fait aujourd'hui. Commander en ligne, forcément maintenant, c'est avec du software. Amazon est très connu pour ça. Commander de la nourriture dans un restaurant maintenant peut se faire avec une borne et même réserver des fois des tables dans des restaurants avec OpenTable. Payer en ligne se fait avec dans un restaurant se fait avec peut se faire avec son téléphone. Et encore une fois, il y a du software derrière. Et maintenant, on dit même prendre un Uber plutôt que de prendre un taxi, à quel point le changement de fonctionnement et de paradigme a supplanté le fait de simplement héler un taxi. Et donc derrière Uber, il y a du software. C'est d'ailleurs l'élément principal chez Uber, de la mise en relation pour du service. Et les voitures, elles aussi, elles deviennent de plus en plus des objets et des bijoux technologiques plus que mécaniques avec Tesla et les autres qui suivent, avec des voitures qui sont dénuées de fonctionnalités standards et qui n'ont juste qu'un grand écran et derrière, tout est fait en termes software. Et en fait, si on y réfléchit, ce software, donc il est partout. Et il faut, pour ça, ce software, l'écrire, le maintenir, le développer, le gérer, l'opérer. Il y a plein de choses à faire. C'est pas parce qu'on écrit une ligne de code qu'une fois qu'on a fini d'écrire cette ligne, tout est terminé. Et le problème, c'est que le software, il a pris les plis de la conception du Fordisme des années 60-70. Et donc de là, on en a découlé le fonctionnement. Donc des personnes à bas coût qui vont produire du code. Sauf qu'on sait que c'est malheureusement pas la bonne méthode. Et en plus, on était sur un modèle en waterfall, donc le fameux cycle en V en français, avec un cahier des charges, donc alias la lettre au Père Noël, qui derrière se transformait 2 ans après en un produit fini, potentiellement, mais qui ne correspondait ni à ce qu'on avait demandé parce qu'il y avait de l'interprétation, ni à ce qu'on souhaitait parce que le marché avait changé entre-temps. Et donc, à l'issue de ça, en 1999, je crois en tout cas à la fin des années 90, des personnes se sont réunies, 17 personnes qui sont aujourd'hui connues et reconnues pour cette réunion, mais aussi dans d'autres domaines techniques, le TDD par exemple, le software craftsmanship, la qualité de code et autres, plein d'éléments. Et ces personnes-là, en fait, ont échangé et tenté de créer quelque chose en lien avec leur métier et en voyant tout ce qui se passait mal dans leur métier pour aider les autres à mieux faire leur métier de développeur ou en tout cas de créateur de software. Et de ça, en est sorti plein d'idées, dont les principales sont les individus et les interactions plutôt que des process et des outils. Donc, très important, c'est l'individu qui est au centre. Un software qui marche plutôt que d'avoir de la bonne documentation. C'est pas interdit d'avoir les deux, mais vaut mieux un bon software. On va privilégier la collaboration avec notre client plutôt que de constamment faire de la négociation de contrat. Et pour finir, on va savoir répondre aux changements. Parce que savoir répondre aux changements, c'est quelque chose d'important dans un monde qui bouge aussi vite que le nôtre. Et donc là, l'agilité est née. Et quand je dis l'agilité est née, c'est que elle est même partout. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont fait leur transformation agile.
c'est top, hein, mais bon, des fois, ils ont tendance à prendre des frameworks agiles pour essayer de faire rentrer l'agilité comme ils la voient dans leur monde, dans le monde qui est le leur, sans vouloir changer trop les choses. Donc il y en a des biens, des moins bien, Scrum, Safe, Kanban, Lean. Perso, je suis pas fan d'un plus que l'autre. Mon but, c'est vraiment de fonctionner et de travailler de manière agile sans pour autant rentrer dans un carcan. Et en fait, on se rend compte que l'agilité, c'est extrêmement fait pour réfléchir, avoir une idée, la créer. Donc c'est le terme d'idéation sur ce slide. Et ensuite, c'est très adapté pour le développement de cette idée. On va avoir une idée et vite on va la coder et on va voir. Mais le problème, c'est que l'agilité, dans sa conception de base, n'a pas été pensée pour intégrer les opérations. Sur les 17 personnes, il n'y avait pas d'opérateurs, de personnes qui gèrent du code en production. Et c'est là un des problèmes, c'est que cette partie-là n'a pas été gérée. Et le problème, c'est qu'avec la mise en prod continue que va amener l'agilité, avec des cycles de 2 semaines par exemple, bah, c'est que on va livrer plus souvent. Et les opérations, elles vont pas suivre. Parce que les opérations, leur boulot, c'est de stabiliser la prod, de faire qu'elle marche et d'avancer sereinement, doucement peut-être, mais sereinement surtout. Or, si on vous dit, tu dois obtenir quelque chose de stable, mais par contre, tu vas le modifier tout le temps, ben, potentiellement, ça devient compliqué. Et donc, c'est là que le DevOps apparaît. Mais avant de voir ce qu'est le DevOps, on va voir ce que ce n'est pas d'être DevOps. Donc DevOps, déjà, ce n'est pas un job. Spoiler, si vous êtes DevOps, ou que vous avez un titre de DevOps, bah, soit vous êtes une équipe entre les devs et les ops, youpi, vous êtes une troisième team entre deux teams qui avaient déjà du mal à communiquer, ou alors vous êtes, généralement, c'est souvent synonyme de responsable de la CI. Tant mieux si c'est ça, mais encore une fois, malheureusement, DevOps, ce n'est pas un job. Ensuite, DevOps, ce n'est pas un outil. On a beau, et GitLab le fait énormément, de vendre son outil DevOps. Perso, j'ai pas de part chez GitLab, donc je peux me permettre de dire que c'est purement marketing. GitLab est un outil qui pourra vous aider à être DevOps, effectivement, mais en aucun cas ça fera de vous une équipe DevOps. Donc en ça, je n'adhère pas à cette idée, mais qui est purement marketing avec du buzzword autour du DevOps. Et le dernier point, qui est peut-être le pire des trois, c'est DevOps, ce n'est pas les devs qui font les ops. C'est-à-dire qu'un dev, il a une vision totalement différente de l'ops. Le dev, il a envie de créer, de changer, de faire des choses, d'apprendre, d'évoluer. L'ops, il a besoin de stabilité, de suivre des indicateurs, de savoir comment son système marche et d'avancer pas à pas sereinement. Donc il y a des très bons devs qui sont des très bons ops. Je pense que ce sont des exceptions. Et ensuite, si vous avez des devs qui font les ops aujourd'hui, je vous conseille de vérifier vos backups parce qu'il y a beaucoup de chances pour que les backups soient faites, mais pas testées. Parce que c'est un truc chiant de tester des backups, c'est un boulot d'ops et les devs ont tendance à pas forcément le faire. Donc, maintenant, on va voir ce que c'est que le DevOps. Donc, spoiler alerte, hein, vous l'aviez en introduction de la présentation, la DevOps, c'est une philosophie et c'est vraiment principalement ça. C'est une philosophie qui va réunir des personnes autour d'un but commun. Et on va voir dans cette présentation les détails de cette philosophie. Donc, les DevOps est basé sur 5 piliers. Et ces 5 piliers, on va les détailler un à un, qui sont les éléments importants de la philosophie DevOps. Le premier, c'est réduire les silos. C'est un élément qu'on entend très souvent dans les grandes entreprises. Ça va vraiment être de casser les murs entre les équipes. Donc si on se représente des équipes dans un monde DevOps de grosses entreprises qui ont fait leur transformation agile, si on prend les équipes, en vrai, il y a la business team, il y a la dev team et il y a l'operation team. Et chacun travaille dans son outil, dans son environnement. La business team, on leur a dit qu'être agile, c'était utiliser Jira, ils utilisent Jira. La dev team, ils sont sur GitLab, ils ont besoin de code source et de gérer plein de choses. Et l'operation team, ils sont sur leur dashboard, leur ou ceux de leur cloud provider. Et en vrai, ces équipes, elles communiquent peu parce que la business team, elle travaille avec la dev team lors des cérémonies, ils échangent. La dev team va lire dans Jira, copie-colle tout ça dans GitLab pour leur faciliter la vie. Et quand ils ont fini, ils font une release avec un changelog quand les ops ont de la chance. Et ils disent aux ops, installez la version 2.1.8 de l'applicatif.
Les ops ont aucune idée de ce qu'il y a dans l'applicatif. Et ça, c'est lié au fait que ils n'ont même pas été consultés dans la phase d'analyse business. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Et en fait, si on regarde, qu'est-ce que c'est ce modèle? C'est juste du cycle en V. Du cycle en V amélioré peut-être, hein, parce qu'on livre toutes les 2 semaines. Mais en vrai, vous avez plein de petits cycles en V. Et ça, c'est pas forcément la panacée non plus, ce n'est pas de l'agilité. En fait, là où le bas blesse, c'est que je vous ai décrit une équipe, donc avec un PO par exemple, un product owner, un dev front, un dev back et un ops. Si je mets ces 4 personnes dans ce contexte, vous remarquez qu'ils ont déjà 3 outils pour communiquer et travailler ensemble. Moi perso, si demain ils montent une boîte tous les 4, je parie pas sur la startup, hein, parce que 3 outils pour faire communiquer 4 personnes, c'est beaucoup trop. Et donc ce dont on a besoin de faire, c'est de casser les équipes. Casser ces équipes pour les faire travailler ensemble autour d'un but commun. On ne va pas réunir les gens en fonction de leur fonction, mais plutôt en fonction du business à la fin. Ça veut dire du produit qu'ils vont créer. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir dans ces équipes des personnes qu'on nomme des T-shape people. Ce sont des personnes, donc ici par exemple un développeur, qui a comme fonction principale de développer, bon dans son domaine, c'est très bien, mais par contre qui va avoir une compréhension à la fois du monde de l'ops dans son cas, parce que quand il développe quelque chose, il faut qu'il pense de comment c'est opérable, mais aussi avoir une compréhension du métier, de comment ça peut être géré et quelle aide ça va donner au niveau métier. Et ça, ce que j'adore faire avec les équipes, c'est prendre des devs et les mettre à la place des clients finaux. Leur faire utiliser le produit qu'ils créent pour répondre aux besoins du client. Et l'avantage, c'est que ça va permettre de faire sortir des idées. De l'autre côté, le PO, lui, il se retrouve dans une situation nouvelle. Parce qu'en vrai, il n'a pas un client, mais il en a 3. Il a comme client à la fois son vrai client, l'utilisateur du produit final, mais aussi le développeur et l'opérateur. Dans ce contexte, en vrai, l'application, il faut qu'on puisse la développer sereinement et qu'on puisse aussi l'opérer. Donc il faut que le PO sache répondre aux besoins de l'opération. Et en aucun cas, il va pouvoir refuser une montée en version du framework ou de dev, ou bien même refuser l'intégration d'outils de monitoring. Parce que si vous n'avez pas ça, votre appli, elle ne pourra pas tourner en prod. Et donc, on va réunir toutes ces personnes autour de différents éléments. Donc, il y a encore des éléments humains, mais par contre, dans GitLab, vous allez pouvoir créer, donc là, on le fait au travers d'une épique qui réunit les N personnes, donc là, le dev back front, l'opérateur et le product owner, qui a écrit son épique, donc intégrer une authentification à 2 facteurs dans l'application. Ok, les devs ont ici choisi d'implémenter ça, vous le voyez sur l'écran en bas à droite, ont choisi d'implémenter ça dans des différents repos. Donc ils ont 3 repos, un pour le dev front, un pour le back et un pour l'opération. C'est leur manière, ils auraient pu faire un monorepo, ils ont choisi ça. En séance, durant le refinement, chacun va créer ses issues. Donc activer le 2FA sur Keycloak, activer certains endpoints comme il faut et compagnie. Donc ça va vraiment permettre à chacun en séance de définir les tâches relatives à son périmètre. Et c'est pas quelqu'un qui va créer les tâches pour les développeurs et leur affecter. Et l'avantage de travailler dans GitLab comme ça, c'est qu'on va pouvoir éviter le facteur de j'envoie un mail à quelqu'un pour avoir une information, cette personne n'est pas de mon équipe. Là, en fait, vous travaillez ensemble. Donc, les personnes avec qui vous pouvez communiquer, elles sont normalement en accès direct. Et en plus, vous pouvez leur parler directement par GitLab. Vous envoyez plus de mails en one-to-one qui, derrière, des fois, finissent dans les limbes de votre boîte mail. Là, vous avez tout qui est dans le même outil. Vous pouvez utiliser le même moteur de recherche pour le code, tout comme les commentaires. Donc, en ça, c'est super pratique de pouvoir travailler de manière transparente. Et quand vous travaillez, par exemple, j'ai une tâche en tant que dev back, et je me rends compte qu'en fait, elle bloque le dev front. Et donc, on va pouvoir lier les tâches entre elles pour permettre d'avoir une notion de priorité ou en tout cas de point de blocage. Je suis assez intéressé de savoir que mon travail bloque le travail de une ou 2 autres personnes. Je vais peut-être prioriser ça dans mon backlog personnel.
Et alors, en ces temps Covid, de pas très friendly de se retrouver sur site où c'est un peu chiant de porter des masques en continu, bah, dans GitLab, vous avez un board. Vous avez un board qui correspond à ce que vous colleriez sur des murs avec des post-it. Bah, là, vous l'avez numérique, certes. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Moi, perso, c'est l'endroit où je stocke tout ce que je fais tout le temps pour avoir un suivi. Et ça, c'est super pratique pour savoir où on en est, ce qu'on fait, qui va faire quoi et dans quel ordre. Donc, vraiment un élément extrêmement agréable. Et celui-ci, en fait, va permettre très facilement au PO de se projeter. Je sais que les estimations sont quelque chose de très complexe. Je suis jamais fan de faire des estimations, mais par contre, dans GitLab, c'est très agréable de les faire, même si c'est chiant en vrai au général. Dans GitLab, c'est un raccourci clavier. Vous dites, bah, j'ai passé 1 heure, j'ai passé 3 heures, j'ai passé 5 heures et je pense qu'il me reste 2 heures. C'est 2 raccourcis clavier et ça vous permet, au niveau product owner, de se projeter un tout petit peu sur les futures releases et les futures intégrations à faire. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dans les futures releases? Mais le moment important dans GitLab, c'est quand on fait une merge request. Parce que ces merge requests, elles vont vraiment impliquer tout le monde. Et ça, c'est la chose la plus importante dans un travail en équipe, c'est que tout le monde se sente impliqué au plus tôt. Donc pour rappeler ce qu'est une merge request, c'est le moment où on fork le code principal, on fait des modifications dessus, donc techniquement je pousse du code, j'écris et je le pousse, hein. La CI elle vérifie des choses, on le verra après, on recorrige, c'est bon, la CI elle passe, donc je pars dans la phase de review. Et en fait, cette review, elle se fait dans cette page-là, la page de la merge request, où il y a plein de détails. On va le voir, c'est vraiment l'élément central. Et le premier élément que je souhaitais vous montrer ici, c'est la partie changes. Les changes, ils vont vous permettre en fait de faire la code review. La code review, certains sont assez contre parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdent du temps. Spoiler alerte, vous gagnez du temps avec les code review parce que vous diminuez la quantité de bugs et vous partagez l'information au niveau du projet. Donc ça veut dire que vous allez réduire votre bus factor. Donc le bus factor, c'est le nombre de personnes qui doivent se faire renverser par un bus pour que votre projet s'arrête. Parce qu'au final, il n'y en a qu'un qui savait gérer cette fonctionnalité, personne ne veut y toucher, personne ne comprend le truc, on ne peut plus le maintenir, c'est mort, on arrête. Ben là, en faisant ça, vous allez vous assurer qu'à tout instant, il y a toujours au moins 2 personnes qui connaissent le code en question. La code review, comment ça se passe? Assez simplement, dans GitLab, vous avez tout le code qui a été modifié, présenté, et vous allez pouvoir poser des commentaires, poser des questions. Très agréable de pouvoir poser des questions pour demander pourquoi tu as fait ça, est-ce qu'on aurait pu faire comme ça, pour donner son avis, il n'y a pas de mauvaises questions. Et en plus, vous pouvez même faire des propositions. C'est-à-dire, ah bah tiens, moi je l'aurais codé comme ça, je le code un peu, je le teste sur ma machine, c'est bon, et ben je poste le petit bout de code que j'ai testé. Et ça permet même que si le développeur est OK avec cette modification, il va appuyer sur un bouton Apply qui va permettre de committer ce code en automatique et de relancer les tests dessus. Donc vraiment très agréable de faire tout ça directement depuis la UI de GitLab. Mais puisqu'on a dit qu'on allait amener tout le monde dans le projet au plus tôt, ce qu'on va faire, c'est que cette code review, le PO va y participer. Alors désolé, moi je peux lire du CSS, mais techniquement, le CSS, pour être sûr qu'il marche, je veux le lancer dans un browser. Ce qui va se passer, c'est qu'avec GitLab, vous allez pouvoir mettre un petit bout de JavaScript dans vos pages web, quand vous avez des fronts, hein, bien sûr, et en fait, ça va vous mettre à disposition cette petite boîte dans votre appli web qui va être déployée. Donc techniquement, on déploie, dans mon cas, on déploie très souvent les features branches. Donc un dev est en train de travailler, mais on a un environnement éphémère sur lequel on va déployer. Et le PO, il va pouvoir, à cet instant-là, travailler sur l'application, vérifier que le but de cette feature est bien rempli, qu'il n'y a pas un bug. Parce que ça ne sert à rien de détecter un bug quand il est en prod. Le plus tôt on le trouve, le plus tôt il est réglé, le moins ça coûte à l'entreprise et même au niveau développeur. Faire un truc et se faire entendre 6 mois plus tard, ah ton truc il marche pas, ouais mais tu avais qu'à le tester 6 mois avant. Et donc grâce à ça, le PO il va pouvoir venir très facilement commenter la UI et en plus ça va ajouter pas mal de metadata comme le viewport, le user agent et compagnie. Et ça poste directement dans la merge request. Extrêmement agréable. Ensuite, lors d'une merge request, il y a des choses qui potentiellement
sont modifiés par le développeur, mais ne le concernent pas forcément. Imaginez, je modifie la doc, je modifie quelque chose qui a trait à la partie opération, par exemple le pipeline de déploiement. Je suis développeur, on m'a dit que je pouvais le faire, cool, mais peut-être que le chef opérateur ou le responsable documentation vont vouloir toujours devoir donner leur accord pour ce type de modification, relecture ou validation. Et bien dans GitLab, vous avez cette notion de code owner qui existe et vous pouvez la donner en fonction de fichiers, de droit d'accès. Donc vous avez la même syntaxe que pour les Git ignore files. Ben là, vous allez pouvoir dire bon, ben, le code owner de la partie /doc, c'est telle et telle personne. Et à chaque fois qu'une modification sera faite dessus, quelqu'un doit pouvoir la valider. Parce que c'est sûr que si moi, dev back, je fais valider quelque chose à un dev front et qu'il me valide la partie déploiement opération, ben, en vrai, on a revu des choses, mais qu'on ne comprend ni lui ni moi peut-être. Donc ça a un intérêt fort. Et pour finir, le pipeline de CI qui lui permet de vérifier à tout instant que tout se passe correctement. Donc là, on fait les tests unitaires et end-to-end, on build notre application et on la déploie. Et comme je disais, on déploie ça dès la merge request potentiellement sur un environnement éphémère juste pour le test. Mais techniquement, même avec certains clients, on peut aller plus loin et déployer en production ce genre de choses, ce qui va permettre en fait de tester la feature en live avec des bêta-testeurs, alpha-testeurs ou autres canary testing. Quand tout le monde est content, qu'on a recueilli un max d'informations au plus tôt, tout est OK. Ben, on peut appuyer sur Merge et tout va être intégré sur la branche principale. Et grâce à ça, vous allez avoir utilisé les compétences de toutes les personnes du projet pour réussir la feature. Et tout le monde a été impliqué, ce qui est vraiment très agréable. Donc, second élément lié à la philosophie DevOps, donc et second pilier, c'est d'implémenter des changements qui sont petits. Des changements qui sont petits parce qu'ils vont être beaucoup plus simples à intégrer. Mais tout d'abord, voyons cette citation d'Eric S. Raymond, qui est l'un des pères de l'open source comme on le connaît aujourd'hui. Il disait « Release early, release often and listen to your customers ». Et par ça, en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment très adaptée à ce domaine, à la philosophie DevOps. C'est que le but, c'est de faire des releases le plus tôt possible et d'en faire le plus souvent. Il n'y a rien de pire que se dire d'attendre 8 mois pour faire une release. Généralement, en 8 mois, on a oublié comment on faisait et donc on n'a pas pu tester notre process de release. Et plus on release tôt, mieux c'est. Personnellement, je mets toujours en prod des applications en mode Hello World parce que ça me permet de valider que de mon poste de dev jusqu'à la prod, il y a tout qui marche, il y a tout qui est prêt et ensuite il ne reste plus qu'à ajouter les features. Et écouter bien sûr nos clients pour avoir un feedback le plus rapide possible. Et pour faire ça, donc il va être nécessaire de vous choisir un flow, donc un flow Git qui va vous être propre. Alors techniquement, c'est pas le Git flow, ne choisissez pas le Git flow s'il vous plaît, qui est quelque chose, j'ai l'impression que c'est des personnes qui faisaient du SVN qui l'ont inventé. Là, sur cet écran, vous avez le GitHub Flow. Le GitHub Flow a une idée de branche principale qui contient en fait à tout instant les commits qui sont envoyables en prod. C'est pas très compliqué, ça permet de dire que le PO, à n'importe quel instant, il peut aller sur cette branche, dire bon bah ça, on met en prod. Et donc un dev, lui, il a juste à forker la branche, faire ses modifs et les rapatrier sur cette branche après. C'est assez simple, mais toute la complexité va se trouver au niveau de la branche principale en termes de CI parce que où est-ce qu'on livre, comment on livre. Donc c'est un flow intéressant. Je l'utilise sur des projets perso. Pour de la prod, je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et ensuite, le GitLab Flow. Donc, c'est un flow que GitLab utilise en production pour développer GitLab. Alors, en aucun cas, il vous force à l'utiliser vous-même. Sur vos projets, vous faites ce que vous voulez. Mais eux l'utilisent pour GitLab.com et pour le développement de GitLab, le produit. Donc, en fait, ils ont leur branche principale qui peut être déployée sur un environnement de staging. Et en fait, ils vont prendre les commits un à un et les mettre sur les branches représentatives des environnements. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement faire du cherry pick, prendre un commit et le mettre sur la branche. Donc, toujours prendre les commits dans l'ordre dans cette condition-là. Ça peut très bien se faire par la UI de GitLab d'ailleurs. Et ça permet de savoir d'avoir des branches qui représentent l'environnement technique du code qui tourne dans un environnement. Et ça, c'est très agréable à avoir.
Mais ce pourquoi je disais de faire des changements petits, c'est parce que déjà, ça vous permettra d'avoir des choses qui vont être simples à livrer. Si vous avez modifié deux classes et un élément visuel, ben, ça va être simple à livrer, vous n'allez pas tout péter. Si par contre vous avez fait 2 ans de travail, ben, ça va être dur à livrer et dur à rollback. Ça veut dire que il peut arriver des problèmes à tout instant quand vous livrez quelque chose. Un bug pas découvert finalement, une intégration avec un système externe qui ne marche pas. Ben, si vous voulez revenir en arrière, ce sera simple si vous avez modifié peu de choses, alors que si vous avez 2 ans de développement à livrer d'un coup et que vous devez rollback, ben, il y a des chances que vous ayez pété plus d'un truc en 2 ans. Je ne sais pas comment vous bossez vous, hein, mais moi généralement on se permet de changer des choses, donc si en 2 ans vous n'avez rien changé, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'avancées. Mais en tout cas, ça vous permet de faire des rollbacks. Et GitLab est super pour ça en plus parce qu'il peut auditer et suivre toute la logique de release, de déploiement et de rollback pour vous. Donc vu qu'il sait comment déployer, ben, il saura vous dire sur chacun des environnements éphémères ou non, hein, sur chaque environnement, ce qui est disponible et ce qui ne l'est pas. Et vous pourrez, grâce à un bouton, juste dire bon, ben, je veux rollback à cette version dans cet environnement-là. Et ça vous est mis à disposition directement par la UI. Personnellement, dans les projets, on me demande très souvent, quand je gérais des environnements de ce type-là, type production, Kevin, est-ce que ça c'est en prod? Je leur disais, je sais pas. Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que les systèmes, ils marchent. On a livré des choses, je le sais aussi, on livrait plusieurs fois par jour. Mais par contre, qu'est-ce qui était livré, je ne le savais pas. Pour ça, il fallait que j'aille regarder GitLab pour avoir l'information de qu'est-ce qui était livré à quel endroit. Et en fait, ça devient une commodité. Si le système le gère pour nous, on n'a même plus besoin de le savoir. Et donc, savoir faire ce genre de choses, ça vous permet de livrer vos applications en toute sérénité sans avoir de période de downtime. C'est fini, on a des business qui sont worldwide aujourd'hui. Vous avez plus de time zone dans lesquelles vous pouvez taper pour dire bah, à ce moment-là, j'aurai aucun client. Les clients, ils sont partout, tout le temps, en même temps. Donc dire que votre service doit se fermer pendant 6 heures juste parce que vous devez upgrader les bases de données de vos serveurs comme Oracle le faisait il y a 2-3 ans, c'est pas un bon... En termes business, c'est pas top. Et vos clients seront pas contents. Donc en ça, livrer fréquemment, c'est vraiment bénéfique. Ensuite, certes, vous allez devoir livrer fréquemment et pour éviter des problèmes, mais par contre, les problèmes vont encore arriver. Et ça, il va être extrêmement important d'accepter ces problèmes. Et accepter ces problèmes-là pour apprendre de tout ça. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de problème, si vous n'avez pas de failure, comme je l'ai écrit sur le slide, ben ça veut dire que vous ne prenez pas de risques. Vous êtes dans votre zone de confort et vous n'essayez pas d'aller plus loin. Et donc, si vous ne prenez pas des risques, vos concurrents vont potentiellement en prendre. Et si eux réussissent, eh ben, ils peuvent vous doubler ou vous rattraper sur votre domaine d'activité. Donc, personne n'est à l'abri d'un nouveau Uber dans son domaine. Donc, c'est à vous de prendre des risques pour aller encore plus vite. Une citation de Malcolm S. Forbes, donc de son nom, j'imagine que vous savez dans quel domaine, il n'est pas du tout du domaine informatique. Il disait que, en fait, une erreur est un succès qu'à partir du moment où on apprend de cette erreur. Et ça va totalement dans la philosophie de DevOps, parce qu'on a besoin d'apprendre des erreurs qu'on a fait pour améliorer toujours le système. Et ça, dans la philosophie de DevOps, c'est ce qu'on appelle le post-mortem. Le post-mortem, c'est quelque chose qu'on va faire après chaque erreur dans le système et qui va nous permettre de se rappeler les choses, du pourquoi, du comment ça s'est passé et de qu'est-ce qui s'est passé pour éviter de le reproduire. Et le post-mortem, comme tout, on va le mettre dans Git. On va le mettre dans Git au plus près du code. Directement donc dans GitLab dans notre cas, ce qui va permettre de pouvoir, avec un moteur de recherche, unique, trouver du code, trouver des citations de code même dans les post-mortem. Donc fini la moitié de la doc qui se trouve dans Confluence, l'autre moitié du code dans Bitbucket et ensuite les issues qui se trouvent dans Jira. Perso, il y a un problème quand on utilise tout ça pour moi. Et là, en fait, c'est vraiment à un seul endroit. On ne se prend pas la tête. Et c'est juste un fichier Markdown. Visuellement, ça se regarde très facilement dans GitLab et ça se tape très facilement en termes développeurs et ça se commit aussi très facilement et ça se versionne autant que le code. Là, c'est un post-mortem que j'ai écrit suite à un problème de mise en prod. On va le détailler un tout petit peu. Donc, il y a la date, l'auteur, le statut, un petit sommaire. Qu'est-ce que ça a impacté? Donc, le résumé, c'est
qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre cas, en fait, on livrait l'application et on s'est pas rendu compte que quand on l'a livrée, que le système l'a déployée, l'application crachait au démarrage. C'est dommage. Donc bon, quel a été l'impact de ce problème? Quelle a été la root cause? Donc en vrai, ce qui s'est passé, c'est que pour du dev, on a committé les crédentiels de BDD sans faire exprès dans la conf par défaut du composant. Et ce composant a été monté dans notre cluster cube et ben, il n'arrivait pas à se connecter avec sa vraie BDD de son environnement de prod parce que ben, elle n'avait pas les mêmes crédentiels. Si il les avait eu les mêmes, ce serait passé, mais là, c'était pas le cas. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce problème? Comment on l'a résolu? Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé se connecter sur le cluster et on a vu que le truc redémarrait en boucle. Donc, on a changé les informations et on a redémarré et on a redéployé. La détection, ce que je viens de vous dire, les actions, qu'est-ce qu'on va devoir faire à l'issue de ça pour s'améliorer, pour que le problème ne réarrive pas. Et ensuite, une partie qui m'intéresse pas mal, c'est tout ce que l'on a appris de tout ça, donc les leçons de cette erreur. Et donc là, on va décrire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et là où on a eu de la chance. Et clairement, dans notre cas, là où on a eu de la chance, c'est que personne ne s'est rendu compte de ça, parce que Kubernetes est un système qui, si on déploie quelque chose qui crache au démarrage, il va le redémarrer tant que le système ne va pas cracher. Mais par contre, il ne va pas éteindre les anciens systèmes. Donc nous, il y a toujours eu une instance, ou même plusieurs, de l'ancienne version de notre app. C'était un petit fixe qu'on avait fait. Donc les utilisateurs ne se sont pas rendus compte parce qu'ils n'étaient même pas au courant à ce moment-là que la feature avait été livrée. Et en plus, l'application répondait correctement parce que l'ancienne instance était toujours là. Donc personne ne l'a vu, si ce n'est nous, mais pour nous, ça a nécessité quand même un post-mortem. Et ensuite, la partie timeline en bas qui permet de savoir tout ce qui s'est passé dans tous les cas. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour avoir un historique des choses. Nouvelle partie sur les piliers et les fondamentaux de la philosophie DevOps, c'est l'automatisation et l'utilisation d'un tooling adapté à votre besoin. Tout d'abord, si je dois vous conseiller une chose, c'est éloigner les humains du système et automatiser le plus possible. Éloigner les humains, généralement, il y en a certains qui queen parce qu'ils se disent « Non, je veux garder des humains dans le système ». Vous allez les garder, les humains, dans le système. Les humains, ils sont là pour écrire le système d'automatisation. Mais en aucun cas, un humain est la bonne solution pour automatiser, pour être un instrument d'automatisation de tâches. Parce que désolé, on a des systèmes de plus en plus complexes, de plus en plus déployés et dépendants les uns des autres. On ne peut pas dire à un humain avec sa conception et sa connaissance d'un système, allez, va modifier en prod telle ligne parce que je sais que si tu la modifies, ça va marcher. Ouais, mais peut-être que tu n'as pas pensé aux 12 trucs qui étaient liés et qui, eux, vont se cracher parce que tu fais cette modification directement en prod. Voire pire, demain tu relivres, et ben le problème il va réarriver parce que si tu ne l'as pas fait dans le système standard, ben tu peux relivrer cette erreur. Donc, en ça, éloigner les humains de ce système-là, ce sera la meilleure chose que vous allez faire. Et en plus, les humains, c'est bête, mais ça passe pas à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a une équipe, vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe de 50 personnes pour faire des deliveries. Et en plus vous allez accélérer votre rythme de delivery, moins les humains ils vont suivre. Si vous livrez une fois par semaine, il y a une personne qui va être chargée de ça, ou ça va être tournant dans l'équipe, ok, mais une demi-journée, un quart de journée par-ci par-là pour le faire. Ça peut se faire. Mais par contre, si vous commencez à livrer tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure ou minute, là, il n'y a personne qui pourra le gérer. Ça, vous allez complètement vous perdre et perdre du temps à tout niveau. Donc, utiliser les humains pour automatiser ça, c'est beaucoup plus intéressant que des humains pour aller bidouiller des trucs en prod en mode à l'arrache. Et donc automatiser les tâches dans GitLab, ça se fait à l'aide du GitLab Runner. C'est vraiment une des spécificités de GitLab qui l'a démarqué des autres au tout début, puisque maintenant tout le monde a copié. Donc GitLab amène le runner, c'est un binaire qui peut tourner sur Linux, Mac ou Windows. Assez standard. Mais vous avez aussi une version qui est un petit peu hybride entre du Go et du Docker et qui permet en fait de manipuler Docker via Go et de lancer des choses dans des images Docker. Ça, c'est la version
la plus prisée aujourd'hui. Et il y en a une qui est qui est la version au-dessus, qui est la version Kubernetes, qui a l'avantage en fait d'avoir tous les éléments liés à Kube en termes de scalabilité. Donc vous pourrez avoir une CI qui scale automatiquement, donc rajoute des runners en fonction de vos besoins. Donc le commit de midi juste avant de partir, ou du soir d'ailleurs, pareil pour les développeurs. Et là, votre CI, elle va grossir et elle va automatiquement savoir encaisser la charge. Et ensuite, elle va diminuer toute seule pour vous faire économiser de l'argent. Donc je vous conseille, si vous voulez faire de la CI dans Kubernetes, c'est vraiment top. Et ensuite, le GitLab CI, il a un avantage. From scratch, ils sont partis avec cette idée que la conf de la CI doit se trouver avec le code, comme le post-mortem tout à l'heure et comme beaucoup de choses depuis le début de cette présentation. Ça se trouve au plus près du code, au plus près de la valeur créée. Dans les anciens systèmes, la configuration du build était séparée. Donc au final, si vous changez votre techno, si vous changez votre méthode de build, il fallait que vous synchronisiez avec les ops qui se chargeaient de la CI pour que derrière, ça puisse fonctionner correctement. Ça n'a pas de sens. La CI doit être cohérente avec le code. Et donc dans GitLab, vous avez ce fichier GitLab CI/YAML qui vous permet de décrire les tâches de CI. Ici, vous avez le job le plus petit au monde, Killing Feature, vous avez accès aux emojis et aux espaces dans les noms des jobs, et vous allez pouvoir, par exemple, dire script Maven clean install. Là, c'est un tout petit job qui me permet de faire mon clean install sur mon application. Assez simple. Mais vous pouvez aller un petit peu plus loin, et beaucoup plus loin même. Ici, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, par exemple, la tâche que je vous disais tout à l'heure de déploie-moi des choses en continu sur ma branche master. Là, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, image. Google Cloud, Cloud SDK. Ici, c'est une image, c'est pas à vous, c'est une image que vous allez utiliser qui est développée dans ce cadre-là par Google. C'est une image où ils maintiennent tous les outils nécessaires pour faire du Google Cloud. Donc là, vous voyez, j'utilise dans Before Script, Script et After Script la ligne de commande Gcloud. Je ne l'ai pas installée. C'est l'image qui m'a permis de l'avoir à jour. Et c'est là où c'est important, c'est à jour. C'est-à-dire que fini les installs sur des machines de CI avec des outils que vous êtes obligé de maintenir, et des fois il y a des incompatibilités entre les outils parce que les paquets ne peuvent pas marcher avec du Python 2, Python 3, des dépendances tierces et compagnie. Ça, vous n'avez pas de problème. Vous partez d'une image, elle fonctionne au minimum, elle est fonctionnelle en tout cas, et vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Ensuite, il y a le when manual. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour le PO, il va avoir un job qui va avoir un bouton lecture dessus, et ce sera à lui d'appuyer potentiellement dessus. Par défaut, il ne se lancera pas tout seul. Ensuite, only master, là c'est juste pour dire que c'est la branche principale sur laquelle ce job apparaîtra. Sur les branches des devs, ce job-là n'apparaîtra pas. Peut-être qu'un autre apparaîtra, mais pas celui-ci. Et ensuite, Before Script, Script et After Script décrivent bien leur nom. Ils permettent de faire des choses pour initialiser votre travail dans ce job, le faire, ce travail, et ensuite nettoyer un peu. Donc là, dans le Before Script, je m'authentifie sur ma partie Google Cloud. Sur la partie script, je déploie une application App Engine en version alpha, donc c'est les fameuses versions éphémères ou versions primaires. Et ensuite, After Script pour logout et pour éviter que quelqu'un puisse potentiellement venir me voler de l'information parce que j'étais encore logué. Techniquement, c'est dans des conteneurs, donc les conteneurs sont éphémères, ils disparaissent aussi a posteriori du build. Donc, ça, c'est un job. C'est cool, mais par contre, un job, ça ne fera pas tout. Je ne vous le conseille pas d'ailleurs, ça ferait un peu usine à gaz. Dans GitLab, vous allez avoir l'étape au-dessus qui va être les stages. Les stages, ça va vous permettre en fait d'organiser des jobs. Par défaut, dans GitLab, tous les jobs sont parallèles. Donc si vous ne créez pas de stage, tout va se lancer en parallèle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en stage download, test, build et deploy. Et des fois, dans certains stages, il va y avoir deux choses. Donc là, j'ai le end-to-end test et le unit test qui se trouvent tous les deux dans la partie test. Donc c'est super pratique de pouvoir paralléliser les choses. Et ensuite, vu que du YAML, c'est du code, on a beau dire ça en est, je crois que c'est même Turing complete, on va pouvoir utiliser des notions liées au code comme des variables. Donc, je vais avoir
le fait du don't repeat yourself, hein, de pouvoir écrire les mêmes commandes, mais en fonction du contexte dans lequel elles sont exécutées, bah, les variables vont changer et vont exécuter des choses différentes. Donc là, vous voyez que je déclare une variable GCP Project de plus haut niveau. Dans le deploy dev, c'est cette variable qui va être utilisée. Mais par contre, dans le deploy prod, j'ai réécrit, donc surchargé une variable GCP Project avec le my GCP Project prod. Et derrière, je vais utiliser la même commande. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Et dans GitLab, vous pouvez aller un petit peu plus loin aussi en rajoutant des variables que vous n'allez pas committer, qui vont être dans une interface GitLab et qui va vous permettre, par exemple, pour des tokens SSH, pour des clés d'authentification ou autres, des variables sensibles que vous ne voulez pas committer, vous allez pouvoir les mettre là et elles vont être injectées comme la variable que je vous ai montrée précédemment. C'est une fonctionnalité qui est top parce que depuis peu d'ailleurs, vous pouvez vous brancher à HashiCorp Vault et donc aller chercher des informations dans Vault plutôt que dans GitLab. Un des éléments par contre qui me gêne avec cette fonctionnalité, j'ai écrit pas mal d'articles à ce sujet-là, c'est que cette partie-là, tout comme dans HashiCorp Vault, hein, ça ne règle pas le problème, c'est que ce n'est pas synchronisé avec le code. Et donc si ce n'est pas synchrone avec le code, on retombe sur le problème de la CI et de sa conf de départ, c'est que si vous voulez déployer une vieille version, imaginez vous utilisiez une database dans une version particulière avant et ensuite vous changez de version de database, vous avez changé de crédentiel, changé de cloud provider peut-être, et ben votre code, dans cette partie variable, vous allez être obligé d'avoir 2, 3, 4 variables potentiellement pour les garder au cas où on veuille redéployer une vieille version. Et ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, il y a des solutions qui vont vous permettre de committer de manière sécurisée vos secrets. Et ces secrets-là, en fait, vont être déchiffrés par GitLab pour vous avec un secret que vous allez écrire dans cet écran pour dire, voilà, ça c'est la clé de déchiffrement. Seul GitLab la connaîtra et ça vous permettra, vous, d'avoir des secrets par rapport à ça. Donc cette solution s'appelle SOPS de Mozilla. Et donc vous imaginez, je vais revenir sur la partie CI, vous imaginez que tout ce qu'on peut faire ici, vu que ce ne sont limités qu'à des scripts, en vrai, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez écrire et faire au niveau de la CI de GitLab. Elle a été pensée juste pour exécuter des tâches de manière automatique et à vous de voir et de faire ce que vous voulez avec ça. Et dans GitLab, il y a plein de choses qui permettent d'aller encore plus loin. On a vu beaucoup de déploiements jusqu'à présent, qui est ce que je préfère, hein, et j'aime bien livrer des applications, mais aussi on exécute les tests dans la CI. Et les tests, GitLab va vous permettre de les améliorer. Parce que lancer des tests, c'est bien, mais récupérer un max d'informations de ces tests et de son exécution, c'est encore mieux. Et donc GitLab supporte le format JUnit, donc qui pour information, n'est pas lié au monde Java. Vous avez du JUnit format pour les tests dans tous les langages qu'on peut avoir aujourd'hui, JavaScript, Go, Ruby, Python et autres. Vous inquiétez pas, vous allez avoir du support. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de dire Artifacts, Reports, JUnit, pointer vers là où se trouvent les reports, et GitLab va les parser pour vous et les afficher directement dans votre UI de merge request. Donc fini le fait de parcourir tous les logs pour avoir l'information de quel test est planté, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, vous allez savoir directement et en cliquant avec le lien, ça va vous emmener sur la stack trace liée à ça. Et comme vous le voyez sur cet écran, c'est multi-technologie. Si vous avez un monorepo avec du Go, du Java, du Python, eh bien vous allez pouvoir tout merger au même endroit et lui va vous gérer les rapports multi-tech. Donc c'est super agréable. Une autre feature que j'adore et qui je pense est vraiment sous-utilisée dans GitLab, c'est la notion de service. En fait, je sais pas vous, hein, mais moi je travaille toujours avec des applications externes, du Postgre, de l'Elasticsearch, Redis, Memcache. J'ai toujours un lien avec une application tierce, potentiellement même une application qu'on m'a livrée et dans laquelle je dépends. Et donc avec GitLab, ce que vous allez pouvoir faire, c'est lancer ces applications à côté dans votre job de CI, à côté de votre Maven test dans ce cas-là. Et ce qui va se passer, c'est que ici, je vais lancer un service Postgre qui va utiliser les variables de configuration qui sont écrites en dessous. Ces variables, je ne les ai pas inventées. Elles viennent de la doc de ce service Postgre, directement disponible sur le Docker Hub. Et mon appli
Maven Test, si elle trouve ces variables-là, elle va se configurer pour les utiliser et donc elle va se connecter à un vrai Postgre pour lancer les tests. Donc fini le fait de tester votre code avec un framework, une database ou un truc différent de ce qui tournera en prod. Si vous ne testez pas chez vous ce qui tourne en prod, ben en fait vous testez un truc qui ne sert à rien. Donc si vous voulez faire des choses précises et sûres, et être sûr de votre code, testez avec les vrais composants. Et ça, c'est super pratique. Vous pouvez même au final faire du cross-testing, vérifier que votre code marche sur du Postgre 9.6, Postgre 12, Postgre 13, Postgre 11, comme vous le souhaitez. Et comme tout code, on a vu que le YAML c'était du code, ben la CI, elle s'optimise. Elle s'optimise de plein de manières différentes. Et l'une des manières importantes, c'est l'utilisation du cache. Le cache, en fait, c'est le fait de mettre de côté quelque chose, un ensemble de binaires, et le passer de job en job. Parce qu'on sait que quand on fait un Maven quelque chose ou un npm install, on télécharge à peu près la moitié d'Internet. Ben là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, bon, tu as un job dédié au download, celui-ci ne fera que ça, et il va mettre en cache les fichiers téléchargés, donc là c'est les fichiers qui se trouvent dans le .m2, et il va les mettre en cache. Et ce cache, il va être valide, là c'est un cas un peu plus pointu d'ailleurs que j'ai fait, vous pourriez dire que ce cache est valide pour le pipeline, donc que un pipeline, mais là je suis allé plus loin en disant ce cache est valide tant que le fichier backend slash pom.xml ne change pas. Vu que le pom.xml c'est celui qui définit ce que je vais télécharger, je vais pouvoir me partager ce cache entre plusieurs pipelines. Et pour optimiser les choses, parce que télécharger 500 mégas à chaque job, c'est un peu chiant, mais des fois j'en ai besoin, des fois non, je vais pouvoir jouer sur une policy pour dire là j'ai besoin de le télécharger, mais je vais juste le lire, je ne vais pas écrire dedans, donc j'ai pas besoin de le réuploader. Donc ça va éviter de réenvoyer 500 mégas sur le serveur de cache externe. Donc comme je le disais, il y a un serveur de cache externe. C'est GitLab, si vous avez un seul runner, c'est bon. Ça veut dire que lui, il a son cache, il est local. On appelle ça un cache par abus de langage, mais au final, c'est à cet endroit-là, c'est là où il tourne, il a quelque chose. Par contre, si vous commencez à avoir plusieurs runners ou du Kubernetes, il va vous falloir, et je vous le conseille, un serveur de cache externe. Vous pouvez utiliser du Amazon S3 ou du Google Cloud Storage, voire chez nos amis français de chez Clever Cloud, du Cellar, qui est un équivalent S3, ou alors vous pouvez hoster vous-même votre bucket avec du Minayo, qui est une solution open source que vous pouvez installer très facilement, même dans votre cluster Kubernetes, et faire du stockage directement dans votre cluster avec votre runner qui tourne à côté. C'est quelque chose que je fais et qui est très très simple à mettre en place. Et ça va vous permettre en fait d'avoir les choses à un seul endroit et non plus au niveau du runner. Un autre point aussi, c'est les tâches schedulées. Dans GitLab, vous allez pouvoir planifier des choses. Moi, ce que je fais, c'est que je lance tous les jours sur mon side project préféré, je vais lancer une tâche qui va juste tout rebuilder. Je fais ça parce que s'il arrive un problème, je m'en rends compte. Je le sais de suite. Et combien de fois je suis arrivé sur des projets qui n'avaient pas été buildés depuis 6 mois, on fait la première merge request, même pas le projet est build. Allez retrouver le pourquoi de ce dysfonctionnement, surtout quand vous êtes dans un environnement front qui bouge beaucoup, par exemple, et que les librairies ont été décommissionnées, là, vous êtes dans la panade. L'avantage ici, c'est que on va revérifier, on va repartir de zéro à chaque fois. Aussi, ce qu'on peut faire grâce à ça, c'est lancer des tâches, les fameuses nightly build. Vous allez pouvoir lancer des tâches la nuit, au moment où vos runners sont un peu moins sollicités, et potentiellement tester et faire des choses que vous ne pouvez pas faire la journée à chaque commit. Des tests end-to-end lourds ou des builds multiplateformes qui peuvent prendre 10, 20, 30 minutes à chaque fois. Donc là, c'est le bon moment pour le faire. Et ensuite, une des super fonctionnalités de GitLab maintenant, c'est la gestion des binaires. Parce que là, je vous parle de les télécharger depuis tout à l'heure, mais ce serait bien aussi de pouvoir les stocker. Et donc GitLab a redescendu d'ailleurs dans la version Core, donc la version la moins chère, voire la version open source, la moins chère c'est la version open source, a redescendu beaucoup de fonctionnalités relatives au stockage de binaires. Donc vous pouvez stocker des images Docker, des artefacts pour du Java, du Python, du PHP, du .NET, du JS, du C++, et vous pouvez même faire proxy
vers l'extérieur. Ça veut dire que quand vous téléchargez quelque chose du Docker Hub, GitLab va pouvoir être un intermédiaire et le télécharger pour vous et le garder en cache. Comme ça, si le Docker Hub tombe ou vient disparaître demain, vous aurez encore ces images. Et il fait la même chose pour le code Go. C'est super pratique. Et si on regarde, on se dit un runner, ça fait tellement de choses, ça doit être tellement compliqué à installer. Ben, même pas. En fait, un runner, c'est 4 lignes pour s'installer, 4 lignes de bash. Et je triche sur ce slide, c'est 4 lignes dont la première, j'installe Docker. Donc je pourrais même m'en passer. Et là, avec ces 4 lignes, j'ai installé un runner sur une machine très facilement. À tel point qu'avec des clients, ce qu'on fait, et ce qu'on conseille maintenant, c'est de gérer en mode GitOps nos runners. Donc en fait, on va avoir un projet qui va décrire la méthode d'install et qui va installer des runners sur l'instance du GitLab en automatique. Donc en fait, c'est des runners qui installent d'autres runners et des runners qui décommissionnent d'anciens runners. Donc techniquement, si vous avez besoin de mettre à jour votre machine avec la nouvelle version de Docker ou avec la nouvelle version d'un paquet Debian parce qu'il y a une faille de sécurité, vous embêtez pas à mettre à jour la machine, vous en recréez une et vous jetez l'ancienne. Et ça, on peut le faire. C'est un peu du runner inception. C'est très très pratique. Allez, dernière partie relative à cette philosophie DevOps, ça va être la notion de mesurer. Mesurer les choses, et je vous conseillerais même de tout mesurer, de mesurer trop. C'est pas grave. On va mesurer, on va voir pourquoi. Parce que si vous ne mesurez pas les choses, techniquement, c'est votre client qui va mesurer les choses. Et Twitter en a subi les frais. Le système était down tout le temps. Dès qu'il y avait une affluence ou dès que Lady Gaga rajoutait un abonné ou tweetait quelque chose, le système y tombait. En ça, c'est problématique. Vous devez être les premiers au courant de défaillance de votre système. Et pour ça, il faut mesurer les choses. Dans GitLab, il y a des dashboards, il y a des éléments intégrés qui vont vous permettre de mesurer les choses. Techniquement, ils sont très liés à l'univers Kubernetes, donc qui est aujourd'hui l'élément qui est quand même le plus en vogue et le plus simple à intégrer dans des dashboards. Et GitLab va se brancher à du Prometheus qui récupère toutes les métriques et qui va vous mettre donc tout ça à disposition directement depuis la UI de GitLab. Vous pouvez même, depuis certains des écrans, ouvrir des issues avec, par exemple, là, il y a un pic d'activité et ça va intégrer le graphe pour l'issue que le développeur va essayer d'analyser par la suite. GitLab va même plus loin, il intègre la notion d'error tracking avec Sentry. Donc ça va vous permettre d'avoir, quand votre application elle crash, au lieu d'avoir simplement une alerte d'un user qui dit ça a crashé, débrouillez-vous pour régler le bug, vous allez être prévenu et vous allez avoir des informations directement dans la vue de GitLab qui vont vous permettre de vous dire, voilà, ça a crashé à tel endroit, tel jour, telle heure, avec tel contexte d'utilisation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ignore ça? Est-ce qu'on sait que c'est déjà résolu dans la future release, on s'en fout? Ou est-ce qu'on crée une issue par rapport à ça? Parce que là, techniquement, c'est pas une issue, c'est juste un rapport d'erreur. Et ça marche côté front, côté back et dans tous les éléments où Sentry est supporté. Et GitLab, quand il ne crée pas des dashboards pour certaines features, en fait, ils intègrent les dashboards d'autres produits. Donc là, par exemple, c'est un produit open source qui s'appelle Jaeger et qui a la vocation à vous présenter les traces distribuées de vos applications. Donc pour faire simple, une trace distribuée, en fait, ça va être une organisation temporelle, visuelle et temporelle de ce qui se passe entre vos microservices. La requête, elle rentre dans tel microservice à tel instant, elle en ressort à tel autre pour aller appeler le suivant, qui reste 3 secondes dedans, puis ensuite ça va en rappeler un pendant 5 secondes, puis plein de petits, comme vous le voyez sur cette capture. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir suivre le fonctionnement de vos applis et avoir une vue globale sur la topologie de votre système. Donc c'est ce qu'on appelle l'observabilité. Et en fait, tout ça, pourquoi? Pourquoi tout mesurer, tout suivre comme ça de manière extrêmement large? En fait, c'est pour faire des choix de manière non biaisée. Parce qu'on a tous des biais. Moi, je suis développeur, je le concède. Et je vois du code partout et ça me donne envie de modifier du code. Par exemple, tiens, cette fonction-là, je pense qu'on pourrait mieux la coder. Il y a un truc là, je pense que c'est bloquant, c'est un peu gênant, on pourrait l'améliorer. Je vais passer du temps dessus parce que je pense, mon biais c'est que je suis un développeur, je pense que ça peut être mieux. Mais là, en ayant mesuré les choses, vous savez que ce bout de code-là, il marche très bien. C'est même celui qui marche le mieux dans votre app.
Et c'est peut-être celui même qui n'est pas utilisé du tout et que la meilleure chose qu'on devrait faire, c'est le jeter, parce que personne ne l'utilise. Et donc ça, vous voyez, un biais de développeur ou un biais d'opérateur, voire même un biais de PO, peut être contredit parce qu'on a des métriques. Et c'est plus simplement du flair, c'est vraiment faire un choix motivé par des informations qui sont pertinentes. Donc en tant que PO, on ne va pas investir sur des features qui ne servent à rien, parce qu'on voit leur niveau d'utilisation. Et en fait, ça amène vers le site Reliability Engineering, qui est en fait une extension de la philosophie DevOps. D'autres disent que c'est une implémentation de cette philosophie. En fait, c'est comment on applique les méthodes d'ingénierie logicielle au service de l'opération. Ça a été écrit par des Googlers, le livre est en open source, je vous conseille de le lire. En fait, il vous permet d'apprendre de comment Google gère en production des systèmes. Alors je dirais gérer, parce que ça a beaucoup changé entre le moment où le livre a été écrit et ce qui se fait aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est très instructif. Surtout, si on n'a pas la prétention d'être Google aujourd'hui, ben ça permet d'apprendre pas mal de choses. Donc voilà, c'était les 5 piliers importants de la philosophie DevOps. Donc tout d'abord, casser les silos, quasiment le plus important, faire des changements petits et simples à délivrer et à rollbacker, accepter les erreurs parce qu'elles sont normales et il n'y a pas de honte à faire des erreurs, au contraire. Automatiser le plus possible les choses en retirant les humains de ces tâches lancinantes et répétitives et mesurer le plus possible afin de faire des choix qui soient pertinents. Mais comme vous l'avez vu, la feature que j'ai choisie au début, c'était intégrer, dans le projet d'exemple, c'était intégrer une feature liée à la two-factor authentification. Et en fait, ça, c'est une feature qui a trait à la sécurité. Et il y a un nouveau buzzword qui est arrivé, c'est le SecOps. Et d'ailleurs, on le mêle avec l'idée de DevOps pour devenir DevSecOps. Et en ça, on se dit qu'on commence à ramener plus que les devs et les ops. Un peu comme ce qui s'était passé avec la philosophie agile, qui était les devs et le PO. Là, on ramène encore du monde. Et GitLab peut être là pour vous. Pour ça, parce que, en fait, tout comme les tests, tout comme la qualité, vous allez pouvoir avoir ces informations relatives à la sécurité au plus tôt dans la merge request. GitLab va être capable d'analyser vos applis au niveau des librairies pour dire tiens, la librairie que tu as choisie, elle est peut-être bien, hein, mais il y a une faille de sécurité qui permet de prendre les droits d'accès root sur la machine. On va peut-être éviter de l'utiliser. Ensuite, il va pouvoir aussi scanner vos images Docker pour vous dire là, cette version d'Alpine, il ne faut pas l'utiliser parce que son mot de passe root, c'est root. Et donc, s'il y a un problème, c'est pas bon. Et tout ça, vous allez le voir dès la merge request. Et ça, c'est vraiment très pratique parce qu'encore une fois, vous ne voulez pas que vos produits, que vos éléments soient audités après 8 années de mise en prod. C'est pas à ce moment-là, c'est au plus tôt que vous devez le faire pour savoir s'il y a des failles avant de les livrer. Et pour un opérateur sécurité, ce qui va être top, c'est qu'il va avoir à disposition un dashboard avec toutes les informations relatives aux produits et même à l'ensemble des produits et se dire là, on a 2 failles de niveau critique, on ne peut pas livrer, ou bien elles sont acceptables parce que mitigées sur le fait que on ne peut pas sortir des conteneurs pour X ou Y raison, ou alors on a pris des précautions en utilisant des sandbox ou quoi que ce soit. Mais au moins, il a l'information réunie au même endroit pour pouvoir faire son travail de manière simple et cohérente. Il y a d'autres pans de métier, d'autres métiers qu'on peut impliquer. Le légal, ça m'est déjà arrivé de travailler sur des projets dont les PO se sont rendus compte, après la livraison des fois, que le projet n'était pas légal en France. Pourquoi c'est arrivé ? Parce que simplement, les personnes du légal n'ont pas été impliquées. Donc là, dans GitLab, vous créez un groupe team légal, vous faites @légal, vous allez avoir toute l'équipe légale qui va pouvoir voir si ce que vous êtes en train de faire, c'est bon. Et au moins, vous allez les mêler avec vous au travail de définition. GitLab ne va pas le faire pour vous, ça. Il ne va pas aller vérifier les textes de loi français. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est aller vérifier les textes de loi sur les licences. C'est un peu plus automatisable, ce genre de choses. Et donc, combien de boîtes je vois faire aux développeurs le reporting de toutes les licences qu'ils utilisent, des fois d'ailleurs licence niveau 1, et ils ne se rendent pas compte que licence à 3 niveaux de dépendance, ils tirent des choses qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, donc on passera les détails logiques là-dessus. GitLab peut le faire pour vous et
assez facilement. Vous allez pouvoir fournir une liste de licences acceptées, de licences refusées. Et encore une fois, dans la merge request, GitLab va pouvoir vous bloquer et vous dire, bah non, là tu ne peux pas utiliser cette licence. Change d'outil, change de librairie, change de système. Et il y a d'autres métiers maintenant qui commencent à arriver. Alors ça commence à faire des noms longs, hein. Dev, Sec, Leg, FinOps. Ce sont juste en fait des opérateurs qui vont suivre les dépenses et les coûts induits par tout ça. Parce que des fois, vous pouvez choisir une nouvelle base de données qui est super, qui est hyper performante, mais par contre, vous vous rendez compte qu'elle coûte aussi super cher. Et à partir d'un instant T, vous allez pas pouvoir, vous allez vous voir que votre coût sur le cloud a doublé. Parce que c'est vrai que maintenant, on fait de moins en moins tourner les trucs à la maison, on les fait tourner chez des cloud providers, ce qui nous rend beaucoup plus élastique. Et donc de ce fait, aujourd'hui, il n'y a pas de dashboard GitLab à disposition, mais par contre, vous pouvez très bien les plugger le suivi du budget directement sur les boards opérations, c'est une métrique comme une autre, et continuer à suivre les avancées là-dessus. Et GitLab commence à regarder pour des boards orientés FinOps. Mais en fait, si vous vous rendez compte, là, à force d'intégrer du monde, le mot DevSecFin LegOps va devenir très long parce que le but, c'est d'intégrer tout le monde, d'intégrer toutes les personnes qui vont apporter de la valeur au projet, au produit, et donc ils vont rentrer dans cette philosophie pour que tout le monde travaille ensemble. Et c'est vraiment ça, la philosophie DevOps. Voilà, je suis Kevin, développeur et CTO chez Stack Labs, spécialisé sur Google Cloud et GitLab. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas à me contacter sur mon Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette présentation et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci.